Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets, par Pablo Pilovivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Gustave Massia. Bonjour. Alors, vous êtes altermondialiste et membre du Conseil international du Forum social mondial. Alors, se tient en ce moment même un autre genre de forum, c'est le Forum économique mondial qui se tient à Davos en Suisse. Donc là, c'est des grands patrons, des chefs d'État, des chercheurs. C'est une sorte de grand rendez-vous planétaire annuel du néolibéralisme assez décomplexé. Le Monde notait qu'il n'y avait jamais eu autant de jets privés, près de 1500 qui ont atterri à Davos. C'est un nombre qui est en augmentation. Ça veut dire que la mondialisation néolibérale n'a jamais été aussi bien, ne s'est jamais aussi bien portée? Elle ne s'est jamais aussi bien portée et elle n'a jamais été autant en danger. Quand nous avons créé le Forum social mondial, c'était une réponse au Forum économique mondial de Davos. Et au début, d'ailleurs, nous tenions les réunions du Forum social mondial en même temps que le Forum économique mondial de Davos, mais nous avons un peu arrêté parce que, comme on allait d'un pays à l'autre, ça ne correspondait plus aux mêmes situations. Donc, à partir de 2008, il y a une crise financière. Et cette crise financière, c'est la crise du néolibéralisme et la crise du capitalisme, et même peut-être plus que ça, comme nous l'avons vu au Forum social mondial de Belém en 2009, dans lequel un certain nombre de mouvements, les mouvements des femmes, les mouvements paysans, le mouvement des peuples autochtones, les mouvements écologistes ont dit mais s'il y a des nouveaux rapports entre l'espèce humaine et la nature, c'est une crise de civilisation beaucoup plus profonde que ça. Et donc le néolibéralisme est en crise. Comment réagit-il à cette crise? Il est toujours maître du monde d'une certaine manière. C'est lui qui contrôle les finances et qui contrôle l'ensemble de la production et l'ensemble des États. Et voilà, il a les gouvernements à sa tête. Via les gouvernements, ou directement. Eh bien, en fait, à partir de 2008, pour répondre à cette crise qu'il ne pouvait plus cacher, le capitalisme mondial, pour simplifier, le néolibéralisme, va prendre un tour que nous appelons austéritaire, c'est-à-dire combinant austérité et autoritarisme. Et il va mettre en place des politiques autoritaires. Et ce qui se passe au Forum économique de Davos, c'est l'illustration incroyable de ça. Ils ont quand même été capables, ils ont eu le culot de demander à Jair Bolsonaro de faire l'introduction et d'être l'hôte principal du Forum économique de Davos. Ils ont bien montré là qu'est-ce qu'ils attendent des États. Ils attendent des États le maintien de l'ordre, la répression et l'imposition des discriminations. Voilà, que font les peuples? Que font les peuples et que doit faire la gauche? Eh bien justement, il faut voir quand même que nous sommes dans une séquence qui est très rapide. 2008, c'est cette crise financière dont j'ai parlé tout à l'heure. La réponse des peuples à la crise financière de 2008, de la crise du capitalisme de 2008, c'est 2011. C'est l'ensemble des mouvements, des insurrections qui éclatent en 2011 dans des dizaines de pays du monde. Au Maghreb et au Machrek, avec la Tunisie, l'Égypte et un certain nombre d'autres. Ensuite avec les indignés, ensuite avec les Occupy, ensuite avec les carrés rouges, ensuite avec les étudiants chiliens, ensuite avec la place Taksim à Istanbul, enfin donc des dizaines d'insurrections qui portent sur les mêmes mots d'ordre, c'est-à-dire pas de discrimination, non aux inégalités, non à la domination, mais qui avance quelque chose de nouveau par rapport au mot d'ordre précédent. C'est partout on retrouve « nous ne voulons plus de corruption ». Mais la corruption, ce n'est pas le fait d'acheter des gens. La corruption, c'est la fusion entre la classe politique et la classe financière. Et cette fusion entre le politique et le financier abolit l'autonomie du politique.
Et donc, nous retrouvons justement Davos, c'est-à-dire le politique est à notre botte. Voilà l'évolution actuelle. Donc, la réaction des peuples était extrêmement précise et intelligente. Est-ce qu'elle était reliée? Est-ce que tous les soulèvements, toutes les révoltes dont vous avez parlé à l'instant, est-ce qu'elles étaient reliées entre elles? Ou est-ce que les gens se parlaient? Est-ce qu'entre la place, entre les indignés, les Occupy et le printemps arabe, par exemple, on se parlait? Oui et non. On faisait partie du même mouvement. On savait qu'on faisait partie du même mouvement. D'ailleurs, on retrouvait les mêmes mots d'ordre. Il y avait des gens qui allaient de l'un à l'autre. Mais il y a quelque chose de nouveau qui se passe et qui est lié à ces mouvements de 2011. C'est justement avec la corruption, avec le refus de la corruption, la méfiance par rapport aux politiques. Et donc tous ces mouvements vont mettre en avant une nouvelle proposition, démocratiser radicalement la démocratie. Et ça passe par une période dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous sommes, et dont les Gilets jaunes sont un des exemples, qui est d'une certaine manière le refus de la délégation et de la représentation. Par exemple, au niveau du Forum social mondial, nous avons eu des rencontres avec beaucoup d'Occupy, d'indignés, etc. Et je me rappelle une fois une rencontre avec 500 jeunes qui étaient là, qui venaient de plusieurs pays. Et on était d'accord, on a dit, bon, mais alors le prochain Forum social, on le prépare ensemble. Et les 500, chacun des 500 a dit, moi, je ne représente que moi. Je ne suis pas délégué, nous n'avons pas de délégation. Donc là, on arrive à un point qui est une interrogation sur comment réinventer le politique aujourd'hui et comment réinventer des formes, justement, de représentation, de délégation, ou comment arriver à se passer de la délégation et de la représentation. C'est le défi de la période à venir. Alors, exactement. Vous parliez des Gilets jaunes. Est-ce que, vous avez même dit que c'était l'expression de la révolte du peuple, enfin, en l'occurrence du peuple français. Pourquoi est-ce que ça essaime pas plus au niveau international, les Gilets jaunes? Oh, parce que finalement, aucun de ces mouvements n'a essaimé. Chacun de ces mouvements a donné naissance à des mouvements qui avaient des formes propres et des formes spécifiques. Les carrés rouges du Québec ne ressemblent pas à la place Taksim d'Istanbul. Et pourtant, c'est dans la même logique. Voilà. Donc, le principe des forums sociaux mondiaux, c'était pas précisément de créer des convergences plus fortes que juste partage d'un mot d'ordre? C'est ce qu'on a essayé de faire et c'est ce qu'on a fait pendant quelques temps. C'est ce qu'on a fait entre 2000 et 2008. Et le moment le plus important, ça a été 2009 à Belém. Parce que le Forum social de Belém a répondu justement à la crise. Et il a répondu justement en proposant une stratégie d'une certaine manière. Cette stratégie, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie? C'est de répondre à l'urgence en situant cette réponse dans une transformation de long terme. Donc le Forum de Belém a répondu à l'urgence en proposant un programme qui reposait sur le contrôle de la finance, la taxe sur les transactions financières, la socialisation du système bancaire, etc. Donc toute une série de mesures qui d'ailleurs qu'on a retrouvées dans la commission qui a été présidée par Stiglitz et Amartya Sen aux Nations Unies et qui a proposé le Green New Deal. Mais évidemment, ce Green New Deal n'a pas été appliqué parce qu'il faut se rappeler que le New Deal lui-même avait été défini en 1933, mais il n'a été appliqué qu'en 1945 après une guerre mondiale. Donc effectivement, il y a une réflexion sur une modernisation du capitalisme qui passerait un compromis avec le social. Évidemment, ce n'est pas ça qui a été fait, c'est plutôt l'autoritarisme qui a été mis en place. Mais le Forum de Belém, il a été plus loin parce qu'il a fait une proposition. Il y a un certain nombre de mouvements, le mouvement des femmes, le mouvement des paysans, le mouvement des peuples amazoniens, le mouvement écologiste, qui ont dit il faut construire une transition écologique, sociale et démocratique en s'appuyant sur des nouveaux concepts, les biens communs, le buen vivir, l'économie sociale, la propriété sociale, etc. etc. Et l'altermondialisme, non? Ça n'existe plus comme concept? Non, c'était l'altermondialisme.
Ça, c'était le point, à mon avis, le plus avancé de l'altermondialisme. Ensuite, il y a eu des forums sociaux à Tunis, sur le lieu, justement, de la réponse tunisienne, qui ont repris un peu tout ça. Mais le problème qui s'est passé, c'est que à partir de 2013-2014, nous rentrons dans une période de contre-révolution. Voilà. Et donc, effectivement, les propositions qui avaient été faites à un moment où les mouvements sociaux étaient en montée, d'une certaine manière, on se retrouve dans une situation totalement différente. Et de fait, tous ces mouvements, maintenant, doivent se poser la question, qu'est-ce qu'on fait par rapport à une contre-révolution ? Si je prends par exemple, et même plusieurs contre-révolutions, si je prends le cas du Moyen-Orient par exemple, après ce qu'on a appelé les printemps arabes, on se retrouve avec Sisi d'un côté et Daesh de l'autre. Voilà. Et donc effectivement deux contre-révolutions, de la même façon qu'il y a une contre-révolution évangéliste au Brésil et aux États-Unis, une contre-révolution hindouiste en Inde, etc. Et donc les mouvements actuellement doivent recomposer, redéfinir leur stratégie en résistance par rapport à ces contre-révolutions. Est-ce que vous diriez que les Gilets jaunes sont des altermondialistes ? Est-ce que vous diriez que les Gilets jaunes sont des altermondialistes ? Non, je ne dirais pas ça, parce que je pense qu'effectivement il y a des convergences entre les Gilets jaunes et certaines propositions des altermondialistes, mais justement les Gilets jaunes font partie de cette réaction qu'il y a eu à l'évolution de la mondialisation néolibérale, et qui est la recherche de solutions plutôt nationales et de repli, disons. Bon. Donc, ils retrouvent un certain nombre de propositions des altermondialistes, mais eux ne se sentent pas et ne se définissent pas comme altermondialistes. Parce que ce que nous savons maintenant, c'est que les contre-révolutions, les révolutions sont courtes, comme on a pu le voir en 1789 avec la Commune, etc. Mais les contre-révolutions sont longues. Mais les contre-révolutions n'annulent jamais les révolutions. Parce que ce qui a éclaté à un moment donné continue à cheminer dans les sociétés et ressort de manière transmutée différemment. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période de confrontation dans laquelle il y a du nouveau. Et ce nouveau, c'est des bouleversements fondamentaux, mais qui créent des résistances énormes. Par exemple, la révolution des droits des femmes crée des violences énormes en réaction. Le mouvement écologiste crée des résistances énormes, alors que c'est une révolution philosophique. La révolution numérique et des biotechnologies, c'est quand même une révolution du langage et de l'écriture, crée aussi des résistances énormes. La question du droit des peuples, puisque on rentre dans la deuxième phase de la décolonisation. La première, c'était l'indépendance des États, mais on a vu les limites de l'indépendance des États, et maintenant se pose la question de la libération des peuples, l'émigration. Voilà. Donc, les mouvements et l'altermondialisme doivent lutter contre des idéologies racistes, xénophobes, sécuritaires, qui prennent les migrants comme bouc émissaire, et en même temps proposer quelque chose de nouveau. Nous sommes dans cette situation. Et à la fois pour la France, pour l'Europe et finalement pour le monde, vous avez bon espoir qu'on ne soit pas, qu'on ne croule pas sous toutes ces contre-révolutions? Bon. Il y a une très belle formule d'un philosophe allemand qui s'appelle Hölderlin et qui disait là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. Voilà. Et donc nous le voyons par exemple sur la question des migrants. Bon, heureusement les Gilets jaunes n'ont pas basculé, mais ça peut arriver, sur la question des migrants et sur le racisme. Mais ça s'est passé dans beaucoup d'autres pays. Mais dans tous les pays où ça se passe, on voit se soulever des gens qui sont pour l'accueil, pour l'hospitalité. Donc effectivement, on peut dire les contradictions continuent, la lutte continue et il y a des perspectives. On ne sait pas ni comment ni quand elle pourrait gagner, mais c'est possible. Merci beaucoup Gustave Massiard. Merci. Voilà.